destination. Moi, ce sont des pays que je connais depuis assez longtemps parce que je suis né, j'ai grandi en Europe et ça fait 25 ans que j'habite ici. Et c'était déjà des pays à l'époque que l'on regardait, à l'époque où on vendait la Russie, on regardait déjà les pays baltes. Et finalement, ça s'est vraiment ouvert au tourisme. Je vais vous parler un petit peu de pourquoi, comment, avant de rentrer dans les spécificités du voyage en tant que tel. Mais si vous vous souvenez, la première fois que vous êtes allé en Europe, j'imagine que tout le monde est déjà allé en Europe. C'est ce premier wow qu'on a quand on arrive à Rome, à Paris, à Londres. On tend à le perdre un petit peu après quand on fait le Portugal, l'Espagne, qui sont des destinations extraordinaires également, mais on perd un petit peu le wow de la première fois. Mais moi, ça faisait très longtemps quand je suis retourné dans les Pays-Baltes que je n'avais pas eu ce wow, parce que c'est une expérience complète. Donc on va en Europe pour voir les châteaux, on va en Europe pour voir la culture, on va en Europe pour manger, pour boire du vin. Mais ici, on a une expérience humaine qui nous ouvre un petit peu nos horizons. Parce que ces trois pays-là, qu'on appelle les pays baltes, simplement parce qu'ils sont bordés par la mer Baltique, mais c'est aussi parce que ce sont trois pays qui ont été occupés par différents pays au cours des années. Donc, l'Estonie, qui est le pays le plus au nord, a été sous la domination des Scandinaves. La Lituanie, qui est en bas, a été sous influence polonaise. La Lettonie, dans le milieu, a été tour à tour polonaise, scandinave, mais ils ont tous en commun. Après leur première indépendance avait été en 1918, et après ça, ils ont été repris par la Russie, l'Empire soviétique à l'époque. Et donc, ils sont devenus russes. Et c'est à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale qu'on a vraiment défini ce qu'étaient les pays baltes et qui sont sortis de la Russie. Et le retour à l'indépendance s'est fait en 1989. Donc, c'est quand même assez récent. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont trois pays différents qui comptent. La Lituanie, 3 millions d'habitants, la Lettonie, 2 et l'Estonie, 1,5 million. Donc, ce sont vraiment de petits pays. Mais ce qui est également intéressant, c'est que dans ces petits pays comme en Estonie, c'est là où on retrouve les startups de compagnies les plus populaires au monde. Et on a des histoires de réussite économique absolument incroyables. Il y a une des plus grosses compagnies, dont le nom m'échappe, qui a été vendue aux États-Unis, vient d'Estonie. La Lettonie a été le premier client de Bombardier pour son série 100. Le quatrième président de la Lettonie était un professeur de psychologie à l'université à l'UQAM à Montréal. Donc, on se rend compte, en allant dans ces destinations-là, qu'en fait, on a beaucoup d'histoires, on a beaucoup de choses en commun, et puis il n'en reste pas moins que c'est un pays, ce sont trois pays qui chacun ont lutté pour leur indépendance, avec toutes les histoires que ça peut apporter. Et les guides qu'on utilise, normalement, on a un guide en particulier qui s'appelle Grégory, qui est un assez jeune homme qui est déjà père de 6 enfants, foncièrement amoureux de son pays. Lui est letton, il a marié une Estonienne, ça n'a pas été si facile que ça dans la famille. Donc, c'est vraiment intéressant de prendre des choses que l'on connaît puis de les retransposer dans une autre culture. Fait que si on rentre un petit peu plus en détail dans le voyage, mais déjà, attendez-vous à un voyage qui va vous ouvrir un petit peu vos horizons et puis à vous rendre compte qu'il y a des problématiques qu'on peut avoir au Canada, par exemple, qui se transposent très bien ailleurs et on se rend compte qu'on n'est pas si seul au monde, finalement, à vivre nos dualités de langage. C'est assez intéressant. Donc, on clique où? Dans le milieu, j'imagine? Et si je clique vers là, ça va mieux que ça. Il y a des journées où on est plus bright que d'autres. Aujourd'hui, c'est un peu moins bright. Mais c'est correct. Fait que le degré de difficulté, on a des déplacements à pied. Par exemple, les 3 villes que vous allez visiter sont vraiment des petits joyaux. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu Prague, mais entre autres, Riga pour moi et Prague il y a 30 ans
avant que ça devienne trop touristique. Vilnius serait plus un Vienne à plus petite échelle. Fait que les centres-villes, on les fait à pied. On a monté des visites de manière aussi à ce que ce ne soit pas pénible. Donc moi j'aime bien, puis on se rejoint beaucoup là-dessus avec Mario, quand on fait une visite, par exemple à Riga, on sait qu'il y a un gâteau typique que tout le monde doit essayer, mais pendant la visite, après 1 heure et quart, on va dans un petit café qui est réservé pour nous, on s'assoit, on prend un café, on goûte le gâteau en même temps, comme ça c'est fait, puis ça nous permet tranquillement d'aller aux toilettes puis de se reposer. Donc il y a un souci du confort dans le voyage, mais effectivement il peut y avoir des escaliers. Donc il faut quand même, si on a vraiment des gros problèmes de mobilité, on peut se poser la question. Il y a toujours la possibilité d'attendre que les autres fassent la visite. Je clique encore là. Donc, juste pour vous situer, donc ici on a la Finlande, ici on aurait la Russie, la mer Baltique, et on commence par la Lituanie, Vilnius, c'est là où vous allez arriver. Vous allez monter en Lettonie, à Riga, et passer en Estonie, pour aller à Tartu, Saaremaa et Tallinn. Une autre chose que j'adore de ce voyage, normalement le circuit régulier, on fait les 3 villes, Vilnius, Riga et Tallinn. C'est magnifique, mais on a vu trois magnifiques villes qui ont chacune leur charme, mais on n'a pas vu la campagne. Donc avec cet itinéraire-là, on voit la campagne à Tartu et on voit vraiment une île absolument magnifique avec Saaremaa. Donc c'est un petit peu plus long que le voyage traditionnel, mais vous pourrez dire que vous avez fait certainement l'un des voyages les plus complets des pays baltes. Donc, carte de la région, hein, on se situe encore toute la Scandinavie, la Finlande, la Suède, donc la mer Baltique, et on est vraiment dans l'Europe du Nord. Saint-Pétersbourg est ici. On est à 1h30 de vol de Moscou, mais ce n'est pas la Russie, on n'a pas besoin de visa. On paye en euros, la même devise dans les trois pays. Au niveau des prises de courant, c'est les mêmes prises de courant qu'en France, en Italie, donc je suis sûr que vous avez déjà vos adapteurs. Donc il y a vraiment besoin de rien de spécial. Donc au niveau des hôtels, on sait, vous connaissez Mario, c'est important pour lui les hôtels. Donc les hôtels qu'on a choisis sont tous situés au centre-ville, dans les centres historiques. On a un des nouveaux hôtels à Vilnius, qui est le Hilton Garden Inn. On peut marcher jusqu'à la place principale et au musée de l'occupation de la liberté. Donc vous êtes vraiment là où il faut, dans un confort international, avec un très très beau buffet pour le déjeuner. À Riga, on a l'hôtel Avalon, qui est lui juste à l'entrée de la vieille ville. Donc là encore, le soir après le souper, vous voulez aller vous promener, vous êtes juste là, c'est vraiment important. On va avoir, donc, si je reviens en arrière, 2 nuits à Vilnius, 3 nuits à Riga, parce qu'on va faire une excursion d'une journée, donc on pose nos valises pour 3 nuits. Ensuite, on part, on a 1 nuit à Tartu, qui est dans également un très bel hôtel, l'hôtel Lydia, qui a un petit cachet, un peu déco, très agréable, très cosy aussi. On est dans un pays où il fait pas chaud l'hiver non plus, donc on retrouve dans les lobbies d'hôtel le côté chaleureux, donc c'est aussi bien intéressant. On va faire sur l'île de Saaremaa, où on a 2 nuits. Beaucoup de gens font juste 1 nuit, ils prennent le traversier, on arrive, on regarde un peu, on dort, on repart le lendemain, et ils ne vivent pas le côté insulaire de l'Estonie. Vous allez avoir la chance de le vivre, là aussi de reposer vos valises pour 2 nuits, donc c'est pas chaque matin, boum, 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 on refait la valise. C'est un petit peu comme un centre de villégiature, il y a un spa, fait que vous avez vraiment l'impression d'être en vacances à l'intérieur d'un circuit. Puis ça fait du bien aussi des fois pendant le circuit d'avoir un petit peu le temps de souffler. Et enfin, à Tallinn, beaucoup de gens restent à l'extérieur de la vieille ville de Tallinn, comme le Radisson Blu ou le Hilton. Nous, on a pris un hôtel, l'Amplitude, qui est un très bel hôtel qui est dans la vieille ville. Donc, le soir, vous n'avez vraiment pas besoin, encore une fois, de vous dire est-ce qu'on prend un taxi pour y aller, est-ce qu'on revient, vous sortez, vous êtes là. Donc, si on va dans le circuit, une autre chose intéressante, c'est que vous allez partir directement de l'aéroport d'Ottawa.
Donc, pas besoin d'aller à Montréal. Sur les ailes de Lufthansa, je pense que vous avez déjà pris Lufthansa, tout le monde aime le service. Partez à 17h55, le lendemain matin, on arrive à Francfort. Petite connexion de 3 heures, parfait. Et on arrive 2 heures plus tard, parce qu'en fait, il y a 1 heure de décalage horaire. On arrive en Lituanie, on récupère les bagages, rencontrez votre guide, votre chauffeur, et on s'en va à l'hôtel. Le reste de la journée, on est tranquille, chacun vit le jet lag de manière différente. Fait que si vous êtes en super forme, vous irez vous promener, sinon vous pourrez faire un petit snooze dans l'après-midi. Donc, on va commencer le lendemain en prenant un bon petit déjeuner et puis on va commencer par visiter Vilnius et les alentours. Donc, vous allez voir, on visite quelques châteaux pendant le circuit, mais ils ont tous quelque chose de spécial. Que ce soit au niveau de l'architecture, que ce soit au niveau de l'histoire. Et les guides sont vraiment, ils rendent vraiment les choses vivantes dans cette destination-là. Et on s'assure aussi que ça ne devienne pas un cours d'histoire. Je ne sais pas si vous avez fait les châteaux de la Loire en France, mais des fois on fait Chambord, Chenonceau, puis à bout d'un moment c'est comme ok, je l'ai déjà entendu, on peut-tu passer à d'autres choses. Mais vraiment, je dois dire que quand on fait ce voyage-là, les guides mettent un rythme qui est très agréable. Et c'est plus, quand on visite un château, c'est plus par rapport aux anecdotes qui se sont passées que juste à l'architecture et aux dates. Donc, on va visiter la ville de Vilnius. On s'en va à Traika, qui est à 26 km du centre-ville. C'était un des plus grands duchés de Lituanie et qui a un magnifique château gothique en pierre rouge qui est situé sur une île. Donc, là, déjà, on va retrouver un petit peu, on est en ville et après ça, on s'en va en campagne, des paysages magnifiques. Donc, c'est une belle première journée. J'ai mis quelques photos de Vilnius, juste pour vous donner une idée. Vraiment, le soir, c'est certain que vous allez vouloir vous promener. Il y a des petits cafés, les gens sont extrêmement gentils. On est 100% sécuritaire aussi. Ça, c'est vraiment important. Vous n'aurez pas du tout peur de sortir le soir entre vous. Il n'y a vraiment aucun danger là. C'est vraiment petit à échelle humaine, donc c'est rassurant. Ensuite, le lendemain, donc après notre deuxième nuit, on va tranquillement monter vers le nord de la Lituanie pour aller vers la Lettonie. On va s'arrêter à la colline des Croix. C'est une colline, on ne sait pas exactement comment ça a commencé, mais au fil des ans, il y a plus que 55 000 croix qui ont été apportées sur cette colline. Le pape a célébré des messes là. C'est catholique évidemment, et les gens apportent des croix en célébration de gens de leur famille ou de gens décédés autour d'eux. Et c'est devenu vraiment, dans ce coin du monde-là, un lieu de pèlerinage pour les catholiques très très important. C'est vraiment curieux à voir. Ensuite, on va rentrer tranquillement en Lettonie. Et on va s'arrêter au château de Rundal, que moi, personnellement, j'adore beaucoup. C'est très inspiré de la Renaissance française parce qu'il faut savoir qu'à l'époque de la Russie, tous les tsars et tsarines de Russie étaient très envieux des Français, de Marie-Antoinette, etc. Donc, c'est vraiment construit sur ce principe-là, mais ça a été fait par l'architecte italien qui est quand même assez connu, Rastrelli. On voit beaucoup de choses en Italie qui ont été construites par lui. Et c'est vraiment très très beau comme visite. Ça s'inscrit très bien dans le chemin que l'on fait pour se rendre à Riga. Donc c'est un très bel arrêt. Il reste à peu près 1h30 de route quand on est là. J'ai mis quelques photos. Il y a parfois des personnages en costume qui nous attendent pour faire la visite. C'est une visite, en général on visite les appartements d'hiver, fait qu'on commence par cette aile-là, on repasse dans le milieu, puis on va ici où il y a les salles de bal. Donc c'est une visite qui dure à peu près 45 minutes, à un rythme tranquille, puis après ça on a un petit peu de temps pour se promener dans les jardins, et on repart en direction de Riga, où on va s'installer pour la première nuit.
Donc, première nuit à Riga, là encore, le premier soir, parfait, vous avez votre souper, vous pouvez aller vous promener. À Riga, il y a une multitude de petites terrasses avec des orchestres de musique classique ou de musique un peu plus pop. C'est vraiment un endroit où il fait bon être en vacances. Le lendemain, on va faire une excursion d'une journée à Jurmala. Jurmala, c'est une station balnéaire. Donc, vous allez avoir vu un petit peu la campagne en remontant. Puis aujourd'hui, on va s'en aller sur le bord de la mer. Mais on va commencer par la visite de Riga qu'on va faire comme en 2 étapes. Riga, ça se visite, il y a le centre historique, puis il y a les extérieurs de Riga. À Riga, il y a un quartier qui s'appelle le quartier d'art moderne, et c'est là où on retrouve le courant architectural, les plus belles façades de bâtiments. C'est quelque chose qu'on retrouve très peu ailleurs en Europe. C'est assez unique. Donc, on va visiter la visite panoramique de Riga, l'église orthodoxe russe. Ceux qui sont en forme pourront monter jusqu'au clocher. Ça se fait majoritairement dans la partie piétonnière de la ville, donc on n'a pas à se fracasser avec les voitures. C'est là où on fait notre pause en cours de visite pour prendre un café et manger le gâteau traditionnel. On va dîner et là on s'en va vers la station balnéaire de Jurmala, tranquillement à 25 km de Riga, fait que ça permet aussi un petit peu de voir les extérieurs de la ville. Et puis là, donc, c'est formé de plusieurs villages de pêcheurs. Le guide va pouvoir vraiment vous expliquer qui habite là, pourquoi ça s'est développé de cette manière-là au cours des années. Et puis, vous allez avoir un petit peu de temps pour vous promener sur la plage aussi, ce qui est assez rare dans un circuit en Europe. Donc, on a vraiment, encore une fois, un rythme où le matin, on a fait notre visite, et l'après-midi, on a un peu de détente. Puis on va retourner à Riga, un petit 25 km, pour notre deuxième nuit de 3. Et on a le souper et votre soirée tranquille pour profiter de la ville. Quelques photos de Jurmala. Donc, c'est vraiment un très bel après-midi de villégiature à seulement 25 km de la ville. C'est très agréable. Ce que j'aime aussi beaucoup de ce circuit-là, c'est que il n'y a pas beaucoup de journées où on passe 4-5 heures dans l'autocar. Il y en a une. Le reste, c'est quand même assez des petites distances. Riga, j'ai voulu mettre quelques photos du centre-ville. Donc, d'abord, à Riga, vous allez manger parce qu'il y a des restaurants. Je pense qu'on ne réalise pas à quel point c'est une capitale gastronomique. Vous allez retrouver toutes sortes de restaurants, de la nourriture traditionnelle, lettonne, jusqu'à de la cuisine plus raffinée. Il y a un restaurant qui s'appelle Les Trois Frères, qui est très proche de votre hôtel, où si vous l'allez entre amis, il y a une dégustation de pain et d'huile qui peut se faire, mais ils vont mettre comme un papier ciré sur votre table, et les chefs vont venir, ils sont 3, et mettons, vous êtes Canadien, ils vont faire la feuille d'érable avec différentes sortes d'huile. Ils vont faire comme une espèce d'œuvre d'art. Puis après ça, vous allez pouvoir goûter les huiles qui ont servi à faire les couleurs et tout ça avec différentes sortes de pain. C'est juste pour vous donner une idée de la ville. Des fois, on s'imagine les pays baltes gris, ennuyeux, russes, mais pas du tout. C'est vraiment des pays qui sont très, très dynamiques. Il y a une population qui est assez jeune. Fait que c'est vraiment pas, des fois, la préconception qu'on a, c'est vraiment pas ça qu'on va découvrir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces 3 pays-là, qui ont une histoire un petit peu commune, mais on y parle 3 langues différentes. Donc, quand ils se sont séparés, qui sont devenus des républiques indépendantes, ben, ils étaient plus russes, mais pour devenir letton, par exemple, il faut absolument parler le letton. Donc, il y a encore 18 000 personnes à ce jour qui ont pris leur test de letton, mais qui n'ont pas réussi, qui ne parlent pas assez bien. Parce qu'en fait, avant, c'était une province de la Russie, si on veut schématiser, avec un dialecte, qui est devenu leur langue nationale. Donc,
vous pouviez, vous, être de cette région-là, avoir marié quelqu'un de Biélorussie qui a déménagé, mais lui, il parle russe, tout le monde parlait russe. D'ailleurs, c'est la langue commune qui lie, surtout les plus âgés, qui lie les trois nationalités. Donc, il y a des gens qui n'ont pas encore passé leur test de letton. Donc, ils peuvent faire le passeport de Lettonie. Ils peuvent faire le passeport russe parce qu'ils ne sont pas russes. Fait qu'ils ont un passeport sans nationalité. Un passeport vert. Ouais. Fait que je vous dis ça parce que ça vous donne juste un petit goût de tous des conversations que vous allez avoir avec le guide qui couvrent des débats qui vont au-delà de ce à quoi nous on est habitués. Je trouve ça vraiment très intéressant sur l'identité, comment est-ce qu'on se définit par rapport à une citoyenneté versus une histoire. Parce que le Biélorusse qui a déménagé à Riga pour épouser sa femme, d'un seul coup, il se retrouve plus russe, mais c'est très abstrait dans sa tête. C'est une des raisons aussi pour lesquelles j'aime vraiment ce voyage-là, parce que c'est un voyage qui nous fait réfléchir aussi à bien des choses. Comme vous voyez, il y a des magasins absolument, au niveau des pâtisseries, des pains, c'est absolument formidable. Puis regardez les petites rues, tout est piéton, c'est vraiment extraordinaire. Puis on ne retrouve pas cette folie c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est le wow des premières années quand on allait en Europe. Parce qu'aujourd'hui, on va à Rome, que j'adore, qui est une des plus belles villes au monde, mais la fontaine de Trévi, etc., on est empilés les uns sur les autres, c'est limite désagréable. Ici, on retrouve l'Europe comme il y a 30 ans. Donc, encore une Europe moins tourisme de masse, et ça fait du bien de renouer un petit peu avec ça. Encore quelques photos, vous voyez les façades médiévales, les petites rues avec les terrasses, donc vraiment aucun souci à vous faire du côté sécurité. Ensuite, alors le lendemain, on fait la deuxième partie de notre visite de Riga, pour pas qu'on fasse ça en une journée et que ce soit pénible. On va aller découvrir le grand marché central, qui est juste à 5 minutes de conduite de l'hôtel. C'est là où on réparait, à l'époque de la guerre, les Zeppelin, ça s'appelle? Oui. Donc ça a été transformé en marché, qui est maintenant d'ailleurs patrimoine de l'UNESCO. Puis le guide va vraiment vous emmener d'une étale à l'autre, vous parler un petit peu en même temps de c'est quoi les coutumes culinaires de ces pays-là. Et vous allez avoir le temps de vous promener, d'acheter l'alcool typique du coin, que vous allez certainement goûter. Donc, encore une fois, ce n'est pas juste une visite, vite, on regarde, prenez une photo, on s'en va. Vous avez le temps aussi de faire l'expérience du marché et puis de vous acheter un petit souvenir, un gâteau typique. Donc, ce n'est pas une journée rushée. Ensuite, on va à un musée en plein air à Jougla qui va retracer un petit peu comment est-ce qu'on vivait dans cette partie de la Russie à l'époque. C'était quoi les us et coutumes à grandeur nature avec les maisons, les étals, où on explique comment les différents corps de métier. Donc c'est un petit peu un retour en arrière, très ludique, très agréable. C'est dans un magnifique parc, fait que ça nous permet aussi, bien qu'on est dans un voyage en Europe, d'être un peu en nature et de ne pas être juste dans la ville. Et on reviendra ensuite en après-midi à Riga pour vous laisser un petit peu de temps libre et profiter de votre soirée. Donc pour votre troisième nuit, donc vous aurez un petit peu de temps aussi pour refaire votre valise, etc., sans que ce soit trop rushé. Ensuite, on a un petit peu de route le lendemain, on a 260 km. On va tranquillement quitter Riga et on va s'en aller vers un parc qu'on appelle la Suisse lettonne, un parc absolument magnifique, avec des châteaux qui sont sur des collines qui datent de l'époque des croisades. Donc, on voit le château, mais le château fait partie du paysage.
Donc c'est vraiment quasiment comme une fresque. Donc on a vu les paysages de bord de mer, là on s'en va dans des paysages vallonneux avec des châteaux perchés sur des collines. On va visiter le château de Turaida. Une des grandes raisons d'aller là, c'est parce que quand on est en haut, on découvre un panorama sur la vallée qui est absolument magnifique. On va dîner et ensuite on va s'en aller dans un endroit que moi personnellement c'est un de mes gros highlights du voyage. À l'époque soviétique, les Russes avaient construit un bunker qui, en cas d'attaque nucléaire, permettait de faire vivre en parfaite autarcie pendant plus de 3 mois. Je ne me souviens plus du nombre de personnes, mais quelques milliers de personnes. Et c'est vraiment incroyable comme visite. On arrive là, il n'y a pas grand-chose, on rentre et on descend dans le bunker avec des guides qui sont habillés en habits militaires de l'époque et on visite les différentes salles. Et c'est vraiment incroyable à quel point c'était bien pensé, à quel point c'était une ville souterraine organisée. Je trouve ça absolument fascinant. Puis souvent, d'ailleurs, c'est là où on prend un peu de retard dans la journée parce que les gens sont tellement intéressés qu'ils posent beaucoup de questions. C'est 250, c'est pas quelques minutes, 250. Puis à la fin de la visite, pour se remettre de nos émotions, on va faire une petite dégustation de vodka qui t'aide dans le thème. Et pour finir la journée vraiment très heureux, on va aller faire une dégustation de vins maison, des vins qui sont faits de baies de fruits. C'est juste à côté du bunker. Donc on goûte aussi les produits du terroir. Et puis on va continuer à monter, on va rentrer en Estonie, puis on va aller à Tartu. Je pense que j'ai mis quelques photos du bunker. Donc ça c'est, mettons, une des guides. Ça c'est la salle où il y aurait eu les réunions de stratégie. Puis juste regarder la carte du monde, c'est intéressant de voir comment les choses ont changé. Puis les guides sont vraiment très, très, très ludiques. C'est vraiment une de mes visites favorites pendant le voyage. Après notre nuit à Tartu le lendemain, on prend notre petit déjeuner, puis on va visiter cette ville-là qui contraste un petit peu avec le côté historique de la veille, parce que Tartu est une ville universitaire. Donc comme je disais, l'Estonie, des 3 pays, c'est vraiment le pays qui est à l'avant-garde des technologies. Ils ont mis, c'est le seul pays au monde où vous n'avez pas de carte d'assurance maladie, mais que tout est relié à une puce que vous avez sur votre carte de crédit et toutes vos données sont dedans. Fait qu'ils ont cette puce-là et ça leur sert absolument à tout. Et c'est un modèle que d'autres pays plus grands sont en train de regarder. Évidemment, plus on a de millions d'habitants, plus ça pose de challenge, mais c'est vraiment un pays où il y a des startups qui voient le jour à tous les jours. Et, il y a un centre des sciences. Il y a beaucoup de compagnies finlandaises, puisqu'en bateau, c'est 1h30 ou 2 heures d'Helsinki. Donc, il y a beaucoup de compagnies qui travaillent là, qui ont leurs sièges sociaux à Tallinn, parce que le coût de la main-d'œuvre et de l'immobilier est beaucoup moins cher que chez eux. Donc, ça crée une certaine dynamique différente de la Lettonie. Donc, on visite la ville universitaire, on fait une promenade, on visite les bâtiments les plus importants. Ensuite, on s'en va à Pärnu, on fait un tour de ville, on vous laisse le temps libre pour choisir ce que vous allez manger ce midi, donc le dîner est libre. Puis ce qui est bien, c'est que Pärnu, c'est une station balnéaire, donc là encore, le matin, vous aurez vu la ville, puis là, vous avez du temps libre, tranquille, dans un contexte balnéaire. Donc, c'est très agréable comme journée. Et puis, ensuite, on prend le traversier, on change de décor et on s'en va sur une île. Et pour notre nuit insulaire, comme j'aime l'appeler. Donc, Saaremaa, on change de décor. On a vu 2 fois la plage depuis le début, on a vu des petites villes médiévales absolument magnifiques, et une ville étudiante un petit peu plus dynamique.
là, on arrive dans un autre décor, une île au moulin, avec toute l'histoire qui vient avec, mais ça, les guides vous raconteront beaucoup mieux que moi. Des clôtures de pierre, des toits de chaume, les moulins à vent. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire de nuit, parce que c'est vraiment comme un dépaysement total. Et vous êtes chanceux, peu de gens voient cette beauté-là dans les voyages baltiques. Comme je disais au début, normalement, on fait juste les 3 villes. C'est vraiment des paysages à couper le souffle. Donc vous allez avoir le temps de bien le visiter. Il y a un château médiéval donc, qui va contraster avec les autres. Donc médiéval, on parle plus d'une forteresse que d'un château. C'est un musée aujourd'hui. Et là encore, il y a des petites choses croustillantes sur les techniques de torture de l'époque. Ça ouvre l'appétit pour le soir. Regardez les paysages, c'est absolument fabuleux. J'aime beaucoup la diversité de paysages, d'expériences que l'on a dans ce voyage. Une fois que vous êtes allé là, vous n'avez plus besoin d'aller en Hollande, vous avez vu les moulins, c'est pas vous pouvez cocher la case. Ensuite, on va reprendre le traversier, on va repartir vers le continent. On va aller visiter un château complètement différent, un château épiscopal, autour duquel s'organise la petite ville c'est vraiment très très beau. C'est plein de petites ruelles, beaucoup plus ouvert que les 3 autres villes qui étaient plus ceinturées, construites comme des forteresses. C'est un très bel arrêt en cours de route. Et puis on continue vers Tallinn, où on va arriver en après-midi, 260 km, donc encore pas une très très grosse journée. Et en fait, sur ce circuit-là, il n'y a pas de grosse journée, parce qu'on a coupé la grosse journée en 2 par rapport au programme régulier. Parce que là, je vous dis, il y en avait une, mais pas dans celui-là. Tallinn, tout le monde en a entendu parler, parce que c'est souvent un arrêt croisière, quand on fait la croisière sur la mer Baltique. Ce qui est extraordinaire de le faire en dehors des croisières, c'est que quand on sera en bateau de croisière, ben, il y a des milliers de personnes qui arrivent dans une ville grosse de même. Puis là, il y a tous les vendeurs de bébelles made in China qui viennent. Je trouve que ça tue un peu le charme. Et comme vous allez être dans un hôtel qui est dans la vieille ville, vous allez avoir la vieille ville à vous tout seul. Au cours de la soirée, vous allez pouvoir la vivre le matin de bonne heure. Il y a un marché aux fleurs juste quand on descend la vieille ville. Quand on sort de la vieille ville, il y a un marché aux fleurs absolument hallucinamment beau. Le matin, le soir, ça vaut la peine de le voir la nuit, en plein jour. C'est vraiment magnifique et vous avez la chance d'être là, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, on va commencer la première journée à Tallinn avec la découverte de la capitale estonienne. Donc, en fait, le vieux Tallinn est sur une espèce de petite colline, toute ceinturée, puis à ses pieds s'est développée une plus grande ville, qui est plus ou moins intéressante. Ce qui est vraiment intéressant, c'est là où vous allez. C'était vraiment un endroit très important, Tallinn, à l'époque, parce que tous les marchands passaient là. C'était comme une étape obligée. Donc, il y a un côté très commerçant. On y retrouve aussi sur la place centrale la plus vieille pharmacie d'Europe, qui est encore en fonction. C'est un musée en même temps, donc vous pouvez aller acheter du Tylenol, puis en même temps voir à côté, dans le petit musée, des médicaments d'il y a 100 ans, des instruments. C'est juste sur la place principale, fait on peut faire une petite sortie, c'est vraiment très intéressant. Tallinn qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997, c'est quand même un bon gage que c'est très très beau. Une des plus belles villes médiévales d'Europe, où on se sent encore une fois très en sécurité. On va aller faire une pause le matin pendant notre visite. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le marzipan, c'est de la pâte d'amande, c'est une des spécialités. Fait que pendant notre visite, on va s'arrêter, on va pouvoir s'asseoir un petit peu, goûter ça et reprendre notre visite. Évidemment, on va accompagner le marzipan avec une petite liqueur locale
parce que je trouve ça intéressant de goûter les différents endroits. Et puis, une petite shot de liqueur, puis après ça va bien pour le restant de la journée. Ça aide toujours. Le château qui, lui, est sur le haut de la colline, on va également le visiter. On dîne, et ensuite on s'en va au château de Quadrilla, qui est juste un petit peu en périphérie. Histoire très intéressante encore, liée avec la Russie, avec les tsars de Russie. Une belle visite des très très beaux jardins. Et on va terminer avec le couvent Sainte-Brigitte. Ce soir, on voulait faire un souper intéressant pour votre dernière nuit. Il y a un restaurant qui s'appelle le Old Enza, qui est une très vieille bâtisse, qui était là où tous les marchands de passage s'arrêtaient, se rencontraient. Ils ont gardé l'endroit presque intact, avec les commodités modernes. Et pour travailler dans ce restaurant-là, il y a une université Old Enza, et tous les serveurs doivent apprendre l'histoire. Vous êtes servis vraiment par des serveurs habillés en costume d'époque, selon les traditions de l'époque. C'est vraiment une guilde. C'est pas n'importe qui travaille là. Mais pour les parents, par exemple, c'est une grande fierté de savoir que leurs enfants travaillent au Old Enza. Mais ce souper-là, c'est pas juste un souper, c'est une expérience. Puis c'est vraiment comme mettre toute l'identité de l'Estonie et de Tallinn sur un souper. C'est un souper de mets traditionnel, donc ça permet aussi un petit peu de voir la gastronomie locale. Il y a beaucoup de nourriture, c'est vraiment un souper de fête. Et ce qui est formidable également, c'est que si vous êtes tanné, vous pouvez rentrer à l'hôtel à pied. Si ça vous tente de reprendre une petite liqueur du coin, vous pouvez rester plus longtemps parce que là encore, il n'y a pas d'autocar pour vous ramener à l'hôtel. Vous êtes juste à côté. Donc, ça vous donne vraiment de la liberté. Quelques photos de Tallinn. Donc, ça, c'est l'entrée dont je vous parlais tout à l'heure. Puis votre hôtel est, on remonte la rue, puis il va être sur la gauche. Ça, c'est le marché aux fleurs. C'est comme une mini-ruelle. Ça, c'est une photo, elle n'est pas très claire, mais c'est l'ambiance du Old Enza avec les chandelles sur les tables. De l'art de la ville. Ça, c'est l'entrée du restaurant où vous allez avoir votre souper. Le lendemain, on va faire des boîtes à lunch parce que votre vol est très tôt le matin, à 6h20. Donc, départ de l'hôtel vers 4h. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vous avez de l'avenir. Connexion à Francfort. On a suffisamment de temps à Francfort. Des fois, les connexions à Francfort sont très courtes. Là, on est bien. Et on arrive directement à Ottawa à 16h05. Ça, c'est une très belle vue de Tallinn, d'ailleurs. Le coût qu'on prend, donc vous avez votre transport aérien en classe économique sur Lufthansa avec les taxes incluses, l'hébergement pour 10 nuits, selon les hôtels dont je vous ai parlé tout à l'heure, 24 repas, donc tous les petits déjeuners, 8 dîners et 6 soupers, dont un de revoir dont je vous ai parlé pendant à peu près 3 heures. Les entrées à tous les sites dont on a parlé avec les petites pauses café, les petits plus qui font que le voyage est plus agréable, plus relax, puis qu'on varie aussi les plaisirs et les découvertes. Le guide francophone pour la durée du voyage, manutention d'une valise par personne, sauf à Tartu, où le service n'est pas offert. Mais si vous avez besoin d'aide, il y aura quelqu'un sur place qui pourra toujours vous aider. L'accompagnateur de chez Voyage Rockland, les pourboires au guide, au conducteur et lors des repas sont inclus, et les taxes applicables. Non inclus, les assurances et autres dépenses personnelles, les visites non incluses au forfait, quoiqu'elles soient pas mal toutes incluses, les pourboires au personnel hôtelier, les repas autres que ceux mentionnés, donc les quelques lunchs qui sont laissés à votre discrétion, qui sont aussi bien choisis pour que des fois on a envie d'essayer des affaires différentes, d'être tout seul, et qui sont choisis à des endroits où ça fait du sens. Et tout ce qui n'est pas dans la section inclus.
Vous devrez réserver votre place avant le 3 avril avec un acompte de 1 500 $. Le solde est payable le 2 juillet. Le coût par personne pour tout ça, en occupation double, 4 827, en occupation simple, 5 527.